Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, le problème c'est que je dois regrouper en un audio toutes sortes de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bon, j'ai de moins en moins le temps parce que c'est les vacances, il n'y a pas école, les enfants, etc. Donc bon, ça va être un peu brouillon. Je veux dire, avant d'aller au sujet principal, je vais vite évacuer les petites questions. Voilà, mais je pourrais pas mettre un titre qui expliquera de quoi je parle, parce qu'il y a plusieurs sujets. Mais enfin bon, c'est pas grave. Je suppose que ceux qui suivent écoutent tout, donc fatalement, ça les renverra au sujet qui les intéresse. Bon, premièrement, je sais plus la date, le 25 juin 2024. Le 25 juin 2024, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an. Ouais. J'avais, pour la dernière fois, parce que je l'ai fait plusieurs fois avant, pour la dernière fois, j'ai alerté de toutes mes forces, comme j'ai pu, les musulmans avec l'escroquerie du Zincoin. Je suis désolé pour vous. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à imaginer qu'un musulman arnaque d'autres musulmans. C'est comme ça, on est dans un monde individualiste où malheureusement, voilà, les gens... Vous savez, ça m'amène à un autre sujet, je vais pas faire un long truc, mais ça m'amène à un autre sujet. Vous voyez, quand on est intelligent, au-dessus de la moyenne, on va dire, voilà, quand on est moyennement intelligent, plus que la moyenne, alors, et qu'en plus, on est débrouillard, et qu'en plus, on est un petit peu éloquent, et qu'on sait tirer sur les cordes sensibles, en l'occurrence ici, le Karim par rapport au Zincoin, ça a été quoi sa méthode en fait? C'est une méthode, comment on appelle ça? De gourou en fait. Hein. La méthode consiste à dire des choses vraies, donc ça c'est l'appât. Un appât vrai, ça marche, vous voyez? C'est-à-dire les banques centrales impriment de la dette, l'argent papier ne vaut plus rien, bientôt tout va sauter, enfin, en paroles courtes. Hein, il faut adhérer au projet, c'est du concret, etc. Bon. Donc on commence par en fait quelque chose d'affolant et qui est vrai, mais dont personne ne sait le timing, la procédure. Voilà, tout le monde sait que voilà, le prix de l'or reflète ça, c'est-à-dire que tout ce qui est monnaie, papier, s'écroule petit à petit, comme un Titanic qui prend l'eau. Bon, mais c'est pas pour ça que ce que je propose est mieux. En l'occurrence, comme 99% des cryptos, des scams, des arnaques, des shitcoins, enfin, etc. Bon. Alors ici, évidemment, les musulmans, ils ont été mis en confiance. Pourquoi? Parce que le musulman n'a pas d'éducation financière, en général. Il croit que les promesses d'un musulman, c'est sérieux. Et alors, voilà, il y a plein de gens. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu autour de moi pour freiner. Et donc, il y a plein de gens qui ont mis toutes leurs économies là-dedans. Des sœurs en famille monoparentale qui avaient 2, 3, 4, 5 000 euros. D'autres gens qui avaient plus, hein, des 20 000, des 30 000, etc. C'est horrible en fait. J'ai vraiment de la peine pour vous. C'est sincère. Hein, mais moi je sais pas faire plus. Hein. Je sais pas faire plus. Je me suis fait insulter, raciste, parce que c'est un Maghrébin à la tête du projet. T'es jaloux, blablabli. Bon, vous voyez, c'est très compliqué. C'est très compliqué de vouloir le bien des gens. C'est super compliqué. Ça va me ramener au sujet suivant d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qui est très compliqué. Il faut savoir. Faire le bien, c'est très compliqué. Pas parce que ça vous demande des efforts, parce que c'est votre nature normalement, surtout si vous êtes musulman, etc. Mais c'est parce que euh, les gens ont des a priori. C'est-à-dire si ils n'aiment pas votre personne, ou ils n'aiment pas votre tête, ou ils n'aiment pas votre voix, ou ils n'aiment pas votre ethnie d'origine, ils ont un a priori négatif. Et tout ce que vous pourrez dire, ouais, mais parce que t'es jaloux, ouais, mais parce que t'es raciste, ouais, bon, vous voyez, tous les réflexes comme ça, un peu facho, truc, machin. Et puis maintenant, voilà. Je veux dire, maintenant, c'est la catastrophe.
Je sais même pas combien ça vaut, 0,05 cents, enfin plus rien en gros. C'est effroyable. Et le gars, il continue en fait. C'est ça qui est fou en fait. Il continue, euh, objectif, fois 1000, machin. Ceux qui vendent, tant pis pour vous, enfin, ils culpabilisent. C'est des méthodes abjectes, abjectes. Au lieu d'être humble, alors que lui, il s'est acheté des trucs avec les tokens qu'il a liquidés à gauche, à droite. Enfin bref, enfin, je vais pas faire un truc là-dessus parce que ça vaut pas la peine. J'ai déjà tout dit dans cet audio du 25 juin. Mais je voulais dire que bon, voilà, on est au bout du bout du bout. Je vois les commentaires. Sous cette vidéo d'il y a un an, il y a des nouveaux commentaires. Des gens qui disent, ouais, voilà, j'ai pas tenu compte, j'ai pas écouté, je t'ai pas cru. Et voilà. Je suis désolé pour vous. Vous savez, l'argent, ça va, ça vient. C'est le cadar. Vous avez été abusé. Je sais pas quoi dire. Pour certaines personnes, je sais que c'est dramatique, vraiment. Parce que c'était le peu d'économie qu'ils avaient. C'est pour ça que moi, ça me rend fou, en fait. Enfin, de toute façon, Allah, il sait. Et Allah, il va châtier ici-bas et dans l'au-delà. Mais après, il faut pas pleurer. Hein. C'est terrible, mais il y a des musulmans, ils ne craignent pas Allah. Et c'est comme ça. Et ils se revendiquent de l'islam. Enfin, vous connaissez la chanson. Hein. Bon. Ceci étant dit, 5 minutes, bon, c'est pas trop, voilà. Je vais essayer de regrouper le plus que je peux toutes ces réactions que j'ai eues par rapport aux audios, les derniers audios, hein, parce que chaque fois il y a des réactions, donc moi évidemment je me sens obligé de réagir. Bon, je vais regrouper ça sur un thème qui va s'appeler, je sais pas, un truc du genre le couple sans tabou, parce que je vois les réactions, donc je me rends compte qu'il faut essayer d'être plus précis sur certains points. Donc évidemment, je ne renie en rien ce que j'ai dit dans l'audio comprendre mais ne pas subir, le dernier audio juste avant. Pour ceux qui l'ont pas écouté, écoutez-le avant peut-être. Certains vont penser, attends, tu dis tout et son contraire, je comprends plus rien, etc. C'est pas ça. C'est que moi je pars toujours du postulat que il faut d'abord venir avec un message constructif de sagesse. Vous comprenez? Donc nous on a une responsabilité quand on prend la parole en public. Ce que je fais, c'est qu'on peut pas comme ça balancer des trucs à la légère avec des conséquences lourdes, hein, des divorces, des histoires, des drames. Donc il faut quand même faire attention. Et bien sûr, il ne faut pas mentir, ce que j'essaye de ne jamais faire, mais il faut quand même venir de prime abord avec du positif, du constructif, du rahmatique, on va dire ça comme ça, pour garder une société voilà, qui fonctionne. Et parce que c'est la voie de la raison, c'est la voie du croyant, c'est de toujours essayer de faire de son mieux, de positiver, d'arrondir les angles, d'éviter les drames, d'éviter les conflits. Donc fatalement, c'est la première option, vous comprenez? C'est pas du tout que de l'hypocrisie de ma part ou un double discours, c'est que on est obligé, nous le musulman, on n'est pas des impatients, on casse tout au premier problème, etc., etc. Donc il faut avoir un discours comme ça de prime abord. Mais évidemment, il y a une face un peu plus sombre, un peu plus compliquée, mais bon, qui doit aussi être évoquée, parce que c'est important. Et d'ailleurs, avant de l'évoquer, je vais redire une chose, parce qu'il y a eu des messages en ce sens. Bon, on me dit, Harry, je comprends pas, tu as fait plein d'audios sur le mariage, sur les femmes, sur les relations hommes-femmes, et toi-même, tu as eu une vie sentimentale très très chaotique. Bon, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal. Je dis bien sembler. Parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué à un proche hier, le drame de notre monde et de notre époque, c'est qu'en fait, on est dans les jugements drastiques, sans connaître mais ça c'est tout le temps, hein, c'est dans tous les domaines, on juge de manière drastique sans connaître les tenants aboutissants et les détails. Alors évidemment, on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas, on dit mais c'est pas possible. Le gars, il est éloquent, il a l'air psychologue, il est patient, il fait la leçon, hein, et puis lui en fait, il est plein d'histoires. Alors, moi j'ai pas du tout de problème de répondre à ça,
parce que j'ai dû faire un travail sur moi-même pour comprendre ce qui m'est arrivé dans ma vie. Alors la réponse à ça, et pour ceux qui me ressemblent, ben, c'est un avertissement un peu. Hein. Bon, d'abord, je ne veux pas jouer la victime. Ça, je refuse. Voilà, moi, plus jeune, j'étais différent, plus passionnel, plus émotif, plus intolérant. Bon, donc voilà, j'avais l'âge que j'avais, chacun son niveau d'évolution. Hein. T'as des frères, moi j'en connais, à 20, 25 ans, ils ont appris l'arabe, le truc. Ils sont dans un haut niveau de science. Allahumma barak. Moi, voilà, moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai dû me former moi-même, j'ai dû lire à gauche, à droite, j'ai pas eu vraiment d'encadrement, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Dans la religion et dans ma vie personnelle, je vous l'ai déjà dit, bon, moi, je suis un gars qui suis plus ou moins sans famille, et même quand il y en avait, bon, ben, chacun sa vie. Donc en fait, j'ai dû tout gérer, apprendre moi-même dans la situation. J'ai pas eu comme ça un oncle, un cousin, un père, un grand frère à qui téléphoner. Voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu penses, tu peux m'aider. Bon. Quant aux amis, bon, les amis, bon, soit ils ont eux-mêmes leurs problèmes, soit ils savent pas quoi dire, parce que c'est toujours délicat quand quelqu'un s'adresse à vous, qu'il a des problèmes dans sa vie privée. Vous savez pas toujours quoi dire. En gros, ça se résume à patiente ou divorce. Et puis voilà, les gens savent pas trop quoi dire d'autre. Bon. Alors, ma réponse à cette histoire-là. C'est très difficile de se juger soi-même. Ça, il faut savoir, voilà, même si on fait tous les efforts du monde, on a toujours l'impression qu'on a bien fait, qu'on a fait de son mieux, etc. Mais, quand même, dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois trois axes, je vois trois raisons fondamentales. Première raison, c'est que ça fait très longtemps, bon, ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps ne le savent pas, ça fait très longtemps en fait que je suis plus ou moins public, c'est-à-dire jusque de 2003 à 2008, c'était à travers une mailing list, donc j'envoyais des mails, donc tout ce que je raconte ici en mots, je les écrivais, donc je faisais des textes, si vous voulez, sur ce qui se passait dans l'actualité, la géopolitique, bon. Donc déjà là, j'avais comme ça une liste, je ne sais plus combien de centaines de personnes. C'était les moyens de l'époque. Hein. Puis, je suis passé au support vidéo, Dailymotion, YouTube, etc. Donc en fait, ça fait depuis plus de 20 ans que je suis là-dedans. Parler, expliquer, etc. Écrire, bon. Et donc, il faut savoir, premièrement, quand quelqu'un est public, même à son petit niveau comme moi, je ne suis pas à des niveaux de Nader Abou Anas, Rachid El Djaï, qui brassent des centaines de milliers de gens, à mon petit niveau, ben déjà ça implique toute une série de choses. Ça prend du temps, on a des réponses, on a des messages, on a des sollicitations, on a des invitations, parce que les gens veulent vous rencontrer en vrai. C'est normal, on est toujours un petit peu comme ça, comment on appelle, curieux, où on a toujours envie parfois de discuter avec quelqu'un qui nous interpelle dans le monde virtuel, on aimerait bien le connaître dans la vie réelle. Donc c'était un peu comme ça. Donc, premièrement, quand on est un personnage public, même à un petit niveau, il y a des femmes à qui ça ne convient pas. Ça installe c'est très difficile, en fait, c'est très difficile pour une femme d'être mariée à quelqu'un de public. C'est-à-dire qui dit des choses, et donc fatalement, la femme, elle écoute, et elle se dit, tiens, il parle de moi, tiens, il parle de nous, tiens, il parle de ma famille. Donc ça peut installer une ambiance parfois négative, le fait d'être public. Et de parler de divers sujets, et même si vous parlez, ce que je fais, hein, de toutes sortes, avec des exemples imaginaires, ou des exemples de connaissances, ou des exemples qu'on m'a racontés, ou des exemples qui me sont arrivés, c'est pas nécessairement toujours des choses en lien avec moi. Pas toujours, même rarement, j'ai envie de dire. Mais quelqu'un qui n'aime pas ça, ou qui a très peur de ce que les gens vont penser, ou va être sur la brèche et va écouter tout en se disant qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a truc, est-ce qu'il a divulgué ça, et machin, et pourquoi. Bon, en d'autres termes, être public, c'est pas facile pour l'épouse. Donc, déjà, c'est un premier point.
Sans compter, voilà, c'est comme ça, il faut le dire aussi, quand on est public, pour diverses raisons, bon, évidemment beaucoup plus à l'époque que maintenant, parce qu'à l'époque c'était différent, on a des sollicitations féminines, des femmes, voilà, je voudrais être coépouse, hein, bon. Et donc évidemment, la femme, donc, ça, je rentre pas dans les détails, mais donc, premièrement, le fait d'être public, c'est quelque chose qui est défavorable dans la réussite d'un couple. Voilà, il faut le savoir, je le dis, je l'explique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je l'ai déjà dit aussi, j'ai découvert très tard, hein, il y a combien 3-4 ans, je crois, plus ou moins, hein, 3 ans, 4 ans, que je souffrais d'un syndrome psychologique. C'est ce qu'on appelle, vous pouvez faire des recherches sur Google, le syndrome du sauveur. Voilà. C'est relié à plein de trucs, le divorce, machin, la maman, bon, enfin, on peut rentrer dans mille et une explications, mais alors on n'en finit plus. Syndrome du sauveur, c'est-à-dire qu'un homme de mon genre est attiré et se dirige pour le mariage, c'est ça le drame, pour le mariage, vers des femmes qui sont dans des situations de crise psychologique, de crise émotionnelle, qui vivent des épreuves et des drames. Vous comprenez? Et donc, la personne qui souffre du syndrome de sauveur veut intervenir, veut sauver, veut sortir de sa situation la personne. Et il oublie, est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle est une bonne mère? Est-ce qu'elle sait gérer un bait? Il oublie tout ça. Et il retient, cette femme a besoin d'aide. Donc, je dois intervenir. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Vous comprenez le mécanisme? Alors, c'est bien joli, ça semble très sympa, mais le problème, c'est que le mariage, je l'ai souvent dit et je le répète, c'est pas une œuvre de charité. Le mariage est une entreprise très sérieuse, c'est un vrai business. C'est-à-dire que vous choisissez quelqu'un pour vivre avec vous, peut-être H24 si vous êtes à la maison ou si vous travaillez depuis la maison, avec qui vous allez devoir partager la routine, partager vos passions, partager votre nature et faire des enfants et les éduquer ensemble. C'est une entreprise monumentale, un mariage. C'est pas on s'amuse, machin, intimité, et puis c'est plein d'autres choses, plein d'autres choses. Il faut savoir communiquer, il faut savoir se comprendre. Il faut avoir des caractères un tant soit peu compatibles. Il faut énormément de diplomatie, de toutes sortes de choses pour que ça fonctionne. Et on ne peut absolument pas opérer comme je l'ai fait sur la base de cette femme a besoin de moi. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça, c'est si vous êtes assistance sociale, si vous êtes psychologue, si vous êtes, comment on appelle, modérateur, non, c'est pas le bon mot, je sais plus comment, médiateur, des trucs comme ça. Là, oui, parce que vous gardez un peu une distance, voilà, c'est la séance, hein. Monsieur, asseyez-vous, couchez-vous sur le divan, on discute 45 minutes, merci, 70 €, bon. Ça, c'est autre chose. Mais le mariage, ça, c'est de la folie, en fait, de faire ça. Et donc, oui, j'ai fait des folies. J'ai fait des folies. Donc, c'est normal, tu fais des folies, ben, avec la meilleure volonté du monde, c'est quand même des trucs qui ont duré pas 3 mois, hein, et des 12 ans, et des 7 ans, et des 8 ans. Bon, on peut pas dire que j'ai jeté l'éponge facilement, hein. Mais, voilà la deuxième raison. 1, public, je répète. 2, syndrome du sauveur. On base pas un mariage sur le sauvetage. On peut sauver des gens, oui, mais pas en les épousant. Pourquoi? Parce que je répète ce que j'ai déjà dit. Je vais arrêter de dire ça parce que ça fait un peu répétitif. On ne vient pas en aide à une personne qui ne demande pas de l'aide. Parce que c'est ça le truc. Ces personnes que j'ai connues ne demandaient pas spécialement de l'aide. Ils étaient dans une situation où certes ils étaient mal, où certes ils avaient des problèmes, mais ils pensaient que chez eux tout va bien. Plus ou moins. Alors là c'est compliqué, parce qu'en fait tu aides quelqu'un, et en l'aidant, il ressent que
quelque part, tu la rabaisses puisque tu penses qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a des troubles, qu'elle a des problèmes. Donc s'ensuit une réaction d'orgueil. C'est toi le malade, c'est toi le fou, c'est toi qui as besoin de moi. Parce que les gens en général n'admettent pas leur situation. Les gens sont souvent dans le déni. Parce que l'orgueil, parce que la fierté mal placée, parce que je veux pas sentir qu'un homme, machin, c'est plein de choses en fait. Alors là, c'est la catastrophe, comprenez? Parce que, avec la meilleure volonté du monde, même si tu as ce syndrome de manière très très forte, ben, on n'est pas des anges, hein. On est des êtres humains. Ça veut dire qu'à un moment donné, tôt ou tard, j'ai envie de dire, on veut un retour, minimum. Un retour, c'est quoi? Des fois, ça peut être très peu, hein. Dans mon cas, c'est très peu. C'est une valorisation, c'est un remerciement, c'est une reconnaissance de tes efforts. Il faut quelque chose auquel on s'accroche. S'il n'y a que « t'es le pire des hommes », « t'es un pervers narcissique »,« tous mes malheurs viennent de toi »,« avant toi j'étais très bien », je sais plus, la liste est longue. Ben, tu t'accroches à quoi en fait? Tu t'accroches à quoi? Je sais pas. C'est pas possible en fait. Donc à un moment donné, c'est une situation qui devient ingérable. Tout simplement. Troisième raison, c'est un autre de mes défauts. Et de nouveau, si vous êtes comme ça, ben, réfléchissez un petit peu. Moi, en fait, j'ai pas la capacité, j'ai difficile, on va dire. Voilà, c'est pas dans ma nature, en fait, d'avoir plusieurs discours. C'est-à-dire, normalement, qu'elle me pardonne, hein, j'en suis pas fier. Hein. Normalement, tu dois parler d'une certaine façon à un homme, d'une certaine autre façon à une femme, d'encore une autre façon à des enfants, etc., etc. Et on multiplie le truc à l'infini, avec toutes les mosaïques dans lesquelles on a dans le monde, les riches, les pauvres, les ouvriers, les cadres, les trucs, les scientifiques. Bon. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas arriver à infantiliser les gens. C'est-à-dire, pour moi, un enfant, quand il a 7, 8, 9, 10 ans, ben, ouais, j'aurais tendance à lui parler plus ou moins, évidemment pas exactement, je ne suis pas tout à fait fou, mais plus ou moins comme un adulte. Une femme, même chose. Alors ça, c'est le fiasco. Tu ne peux jamais t'adresser à une femme avec une logique masculine. Parce que c'est tout simplement heurtant pour elle. Moi, je suis quelqu'un qui heurte. Je heurte. Mais bon, pas que des femmes. Hein. Je heurte... vous voyez bien, même des hommes. Hey, qu'est-ce que t'as avec le Maroc, machin, t'es raciste. Bon, je heurte. Vous voyez. Et j'ai très difficile de parler sans heurter. Parce que j'ai l'impression, en fait, que pour être compris, il faut être un petit peu drastique. Et si tu tournes en rond, et si tu es un peu flou, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Donc en fait, tu as le choix. Soit tu n'es pas compris, soit tu heurtes. C'est un peu ça la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et comme c'est pas gai de ne pas être compris, ben, parfois tu heurtes. Donc on peut le faire plus ou moins entre hommes, parce que voilà, les hommes, on se dispute, on se réconcilie, Nash Shaitan, mon frère, excuse-moi, j'ai dépassé les bornes, j'étais... Bon, tu vois, et entre hommes, ça passe, en général, hein, les vrais hommes, hein, bon. Après, les hommes féminisés, ça passe pas. Ils continuent, ouais, mais non, j'oublierai pas, bon. Ça, c'est les hommes féminisés. Mais les vrais hommes, en fait, ils tournent la page. Il faut savoir ça. Un vrai homme, viril, alpha, il sait tourner les pages. Ok, on a déconné, on s'est emballé, laisse tomber. Viens, mon frère, qu'Allah nous préserve des waswas shaitan. Bon, des trucs comme ça. Il faut le savoir, c'est comme ça. Une femme, ça fonctionne absolument pas comme ça. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'une femme, si elle est heurtée, si elle est blessée, si elle est humiliée, elle l'oublie jamais.
Jamais, hein. Quand je dis jamais, c'est jamais. Hein. Jamais. Et ça ressortira 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans plus tard. Il y a 8 ans, tu m'as dit, lors d'une dispute, t'imagines, moi qui suis là à faire des bombardements verbaux, alors quand je suis fâché, c'est encore pire. Vous avez déjà vu quand je gueule et tout ça, bon, je dis des trucs, là c'est pas heurtant, c'est dynamitant, quoi. Et là, alors là, pour la femme, c'est la catastrophe. En fait. Mais bon, attention, moi je dis ça dans des circonstances très graves. Hein. C'est pas tous les jours. Tous les jours, je suis un gars très sympathique, très tolérant, très accommodant, très sauveur, très psychologue. C'est quand on est au bout du bout du bout du bout du bout qu'il y a une explosion verbale. Et ça, si vous ne savez pas contrôler, ce qui était mon cas, je me soigne, hein, je m'améliore, mais ça reste quand même bon, un problème. Si vous ne savez pas contrôler vos mots et la façon dont vous adressez à une femme, ça va vous coûter très cher. Je vous le dis à l'avance. Quoi. Très cher, même si vous êtes le père des enfants, si elle a besoin de vous économiquement, même si vous lui offrez une vie de rêve ou je sais pas quoi, elle va continuer à dire « Ouais, c'est bien tout ça, mais il y a 8 ans, là, tu te rappelles quand tu m'as dit... » Tu vois ça, les jeunes hommes, retenez bien ça. Hein. Même si vous êtes fâché, même si elle vous dit des horreurs, pauvre type, casse-toi, tu me saoules, je sais pas tout quoi, tu dois, si tu veux que ça fonctionne, bon, tu dois mordre tes lèvres et tu dois sortir. Parce que si tu rentres dans le jeu des mots, et tu dis des mots durs, ça, elle va jamais l'oublier en fait. Toi, tu vas oublier. Ouais, elle a déconné, elle était dans les émotions. Elle m'a dit ça, mais en fait, elle le pense pas. Je sais qu'elle, dans le fond, elle-même. Toi, tu vas relativiser, parce que tu es un homme. Une femme, elle sait pas faire ça. Sauf des femmes très pieuses, très psychologues, qui ont l'expérience de la vie, qui sont très amoureuses de toi. Bon, elles peuvent dire, ouais, attends, il a dit ça, mais moi, je l'ai amené à dire ça. Avant ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est vrai que j'étais ambigu. Bon, vous voyez, ça, c'est les femmes de haute volée. Elles ne courent pas les rues. Mais les femmes ordinaires, c'est des trucs instinctifs et basiques, tu vois. Moi, je peux te dire des horreurs, des trucs ultra humiliants. Je ne vais pas faire la liste des insultes. Bon, ce serait malvenu, hein, on se comprend. Par contre, toi, si tu dis un mot ambigu, un peu humiliant, un peu cassant, je ne l'oublierai jamais. Voilà. Donc, récapitulons. Parce que je sais que, voilà, temps passe. 1, public. Bon, là, ça vous concerne en général pas. Parce que la plupart d'entre vous n'êtes pas public. Mais je dis public, ça rajoute à la pression. Il faut le savoir. 2, syndrome du sauveur. Dans le mariage, on ne sauve pas. On s'associe pour faire tourner un business qui s'appelle le business du couple et de la famille. Et ça demande complicité, points communs, caractère, plein de choses en fait. Une liste très très longue. 3, communication. Tu ne peux pas t'adresser à un enfant et à une femme comme si tu t'adressais à un homme. C'est pas possible. Sauf, parce qu'on toujours on va me dire qu'il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions, toujours. Mais les exceptions sont des exceptions, c'est-à-dire que c'est rare. Donc je vais pas dire que les choses rares sont courantes. Ce qui est courant, c'est la vexation et le fait de répéter des années après. Tu as dit ça Tu dis, oui, mais attends, tu te rappelles les circonstances dans lesquelles j'ai dit ça? Toi, avant, tu m'avais dit ça. À un moment donné, j'ai réagi, j'ai dit quelque chose. Mais t'as pas le droit, en fait. Une femme, elle dit, moi, je me défoule, je dis ce que j'ai sur le cœur, etc. Et toi, en fait, tu dois encaisser. Et si tu ripostes en disant quelque chose qui me fait mal, ben moi, je l'oublierai jamais. Les femmes honnêtes, elles l'avouent, hein, qu'elles sont comme ça. Mais après, les autres, non, moi, je suis pas comme ça. Bon. Et si vous l'êtes pas, c'est possible, hein, alors c'est que vous êtes des femmes exceptionnelles. Exceptionnelles. Voilà. C'est bien, mashallah. Donc voilà ma réponse, en fait. Quand on me dit,
ta vie privée? Parce que moi, je suis un cas spécial, public. Donc ça veut dire tu parles, tu es éloquent, tu aimes le débat. Ça implique plein de choses dans ta vie privée. Bon. 2, syndrome de sauveur. 3, communication. Voilà. Parce que les gens y croient. Pourquoi je vous dis ces 3 points-là? Et j'insiste et je répète. Parce que les gens y croient que quand on divorce, c'est toujours pour des raisons très basiques, comme ça, animales. Ouais, c'est un homme à femme. Ouais, en fait, c'est un type qui doit gueuler tout le temps sur sa femme, il doit la battre, je sais pas quoi. Les gens, ils croient toujours que c'est pour ça qu'on se quitte. Ben non, des fois, c'est pour des choses beaucoup plus fines et compliquées qu'on ne va pas expliquer sur la place publique, en détail. D'où je dis attention, tu vois, quand on dit tout ce qu'on dit. Moi, après, chacun est responsable de ses paroles. Moi, je ne peux pas courir derrière les gens. Ouais, un homme à femme. Ouais, c'est un multidivorcé. Ouais, en fait, c'est un goûteur. Tout ce que je peux dire, c'est craigner Allah. Un goûteur, il ne reste pas 6, 7, 8, 10 ans avec quelqu'un. Je rappelle que je me suis marié très jeune. À 20 ans, j'en ai 52, donc oui, en 30 ans, en 32 ans, j'ai eu 3 longues histoires avec des enfants derrière. Ça fait une moyenne de 10 ans. Ce pas des petites histoires. Mais chaque fois avec le même profil. Des personnes à sauver, des personnes en détresse, des personnes avec des troubles psychologiques. Donc je me suis mis dans des situations, moi, j'ai choisi de me mettre dans des situations qui étaient quasiment des missions impossibles. Où, j'ai pas peur de le dire, après les gens ils vont peut-être croire que orgueil ou quoi, c'est pas grave, parce que je suis pas là pour ça, moi, je m'est égal à ce qu'on pense de moi. Je vous dis honnêtement, le profil de ces personnages que j'ai connus, avec qui je suis resté en moyenne 10 ans, un homme normal, donc ça veut dire pas empathique, pas dans le dialogue, qui est pas dans le syndrome de sauveur, qui exige des choses, il tient pas 3 mois. 3 mois. Et je suis gentil. Moi, certains frères que je connais, c'est 1 semaine. Donc, je dis pas ça pour me consoler, je dis pas ça pour me blanchir. Allah est témoin. J'ai plein de défauts, vous les connaissez, je ne vais pas les répéter, donc c'est tous les défauts que j'ai. Mais j'ai aussi conscience, et ces femmes doivent avoir conscience, que si ce n'était pas moi, ça ne durait pas 3 mois. Et d'ailleurs, et je ne m'enorgueillis pas, je répète s'il vous plaît, parce qu'on va croire que c'est de l'orgueil. Ça n'a absolument rien à voir, ce sont des constats. Et d'ailleurs, aucune de ces femmes, à l'heure où je parle, n'a refait sa vie. Je ne sais pas s'ils ont des aventures, mais il n'y a aucun homme qui s'est impliqué, qui a habité avec, qui a refait des enfants. Voilà. Donc moi, je veux bien accepter les critiques, au-delà de ce que j'ai dit, de mes défauts, mais alors il faut me montrer que quelqu'un d'autre fait mieux. Vous comprenez? Alors là, je vais dire, ah ouais, là mon rôle, il a quand même été plus important que ce que je croyais. Tu m'amènes quelqu'un qui va durer plus d'années que moi, dans un même contexte, avec autant d'enfants. Et là, je vais dire, ah ouais, ok, effectivement. Mais c'est pas ça que j'ai vu. Et donc, je dis pas ça avec amertume ou vengeance, c'est pas ça. C'est que je veux que les personnes comprennent que j'ai fait mon maximum. Certes, j'ai dit des paroles parfois lourdes ou blessantes dans un certain contexte. Et 3, il faut qu'elles se rappellent dans quel état elles étaient avant d'être avec moi. Très important, pour ne pas être injuste devant Allah le jour des comptes. Dans quel état vous étiez avant d'être avec moi? Avant. Rappelez-vous. Et là, ça permet d'équilibrer les choses. Là, ça permet d'équilibrer les choses. Donc, vous voyez, dans la vie, il faut faire une autocritique, c'est ce que je fais. Et aussi, c'est pour ça que quand je vous ai dit, il y a une face sombre, tout n'est pas bon. Et aussi, il faut savoir que les gens, mais tous les gens, ex-femmes, parents, enfants, bon, les gens ont une nature intrinsèque, en général, sauf exception, une nature intrinsèque qui les pousse à l'ingratitude. Les gens, très souvent, sont ingrats. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Hurler, pleurer Alors c'est heurtant, évidemment, surtout quand c'est quelqu'un qui partage ta vie.
C'est heurtant. Mais c'est la nature humaine. Donc, dans l'audio précédent, je vous ai dit, comprendre le parcours, comprendre que la personne, elle a une autre vie que toi, elle a eu d'autres traumatismes que toi, t'en éloigner sans tomber dans la dramatisation, souhaiter le mal, etc. Je ne retire rien de tout ça. Tout ça, c'est juste. Mais vous devez savoir que l'humanité, les êtres humains, c'est pas tout rose, c'est pas toujours très juste. Et il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout, au-delà duquel vous allez, et ça c'est le problème en fait, au-delà duquel vous allez vous autodétruire. Parce qu'à force de vouloir sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver, imaginez, vous êtes dans une barque, quelqu'un se noie, d'accord ? Et vous dites, la personne, au secours, je me noie, au secours, je me noie. Et vous allez avec la barque, et vous prenez son bras, et vous la tirez vers la barque. Et quand vous la tirez, elle se débat, et elle vous tire vous dans l'eau. Une fois, deux fois, trois fois. Après, tu dis, bon, soit tu te calmes, et je te sauve, soit tu te calmes pas, et je t'assomme, et puis je te sauve, soit je te laisse là dans les requins, quoi. Tu vois ? À un moment donné, on en est là, en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'admettent pas leur syndrome, qui n'admettent pas leur détresse, et qui veulent t'attirer dans leur monde. Viens avec moi dans mon monde noir, dans mon monde d'ambiguïté, de paradoxe, de folie, en fait. Une sorte de folie. Vous savez, la folie, les gens y croient qu'être fou ou être folle, ça veut dire, je sais pas moi, sauter sur un pied, se taper la tête sur les murs, dire je suis Napoléon, dire je suis le Mahdi. Oui, ça existe, hein, j'en ai connu moi. Des gens qui disaient je suis le Mahdi. Ça c'est la folie, la folie simple. Mais vous savez qu'autour de vous, mes frères et sœurs, il y a des centaines de milliers de gens, ça concerne même les non-musulmans, hein, ils vont comprendre ce que je veux dire. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont fous, mais ils ne sont pas assez fous que pour qu'on les interne. Comprenez ? Il faut comprendre le système. Quand on met quelqu'un en psychiatrie, c'est quelqu'un qui est dangereux pour la société ou dangereux pour lui-même. D'accord ? Il prend des couteaux, il va dans la rue, il commence à crier, les gens appellent les secours et on met la personne en psychiatrie sous cacheton. Bon. Mais si c'est pas ça, si c'est quelqu'un qui fait des trucs en douceur, chez lui, qui est dans une espèce de dépression permanente, qui est dans des... Vous savez, il y a plein de gens, enfin, les exemples, il y a des gens, voilà, écoutez, il y a des gens, ils ont l'air très sains d'esprit. Bonjour, vous allez bien? Oui, vos enfants, nanana, bon. Et tu vois rien du tout. Tu vois rien. Et puis t'apprends, telle personne, elle est devenue SDF. En fait, tous les samedis, elle prenait sa paye du mois, elle allait au casino. Et elle jouait tout, il jouait tout. Et puis il rentrait, il n'y avait plus rien. Sa femme l'a quitté, elle en a eu marre. Et lui, il est SDF. Un gars qui était chef d'entreprise. Et vous n'avez rien vu. Je dis, mais c'est pas possible. Le type, il avait l'air... il avait l'air sensé, poli, gentil. C'est pas possible ce que vous me racontez. Vraiment, il faut que vous compreniez, si vous n'êtes pas comme ça, je suppose que la plupart d'entre vous n'êtes pas comme ça, il y a autour de vous tous des fous en liberté. Mais c'est pas de la folie, c'est ce qu'on appelle la folie douce. La folie douce. On entend ça tous les jours, hein, je sais pas les exemples. Une femme qui était mariée à un homme 40, 50 ans. Type, tu le vois, hein, les bourgeois, on va au golf, machin, Côte d'Azur, machin. Elle a découvert, je crois, après sa mort, je connais plus les détails, hein, en gros, elle a découvert après sa mort qu'en fait, en analysant les comptes, il avait des PayPal et des trucs, il était un sugar daddy. Il payait comme ça toutes des jeunes filles, leurs vacances, leurs cadeaux, il envoyait des cadeaux, etc. Et en échange, je ne sais pas ce qu'il avait, moi, peut-être des photos des filles nues, ou il les voyait en cachette, j'en sais rien en fait. Et la femme dit, mais c'est impossible, c'était un chef d'entreprise responsable,
il était aimant, on avait une vie sentimentale merveilleuse. Les gens tombent des nues. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des troubles psychologiques, parfois bien cachés, bien enfouis. Et malheureusement, c'est ça la folie du truc, quand tu aides ces gens, quand tu t'occupes de ces gens, quand toi finalement tu n'es pas comme ça, par exemple dans mon cas, je suis quand même capable de faire une autocritique, vous voyez. Il y a beaucoup de gens, même parmi mes proches, qui pensent que je suis fou. Mais honnêtement, ils pensent que je suis fou, que ma vie est folle, que je suis fou, bon, etc. Bon, quand quelqu'un pense que tu es fou, tu réfléchis, tu dis, bon, je vais analyser ma vie en détail. Alors, est-ce que je sais gérer mes factures, le quotidien, etc. Oui. Est-ce que je sais gérer 3 petits-enfants au quotidien? Oui, bon. Pas super bien, parce que bon, je suis un homme, je sais pas tout faire bien, mais enfin, je sais gérer. Est-ce que tu sais résoudre des problèmes? Quand il se passe tel et tel imprévu, telle et telle chose, tu sais toquer aux bonnes portes des brouillards? Oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une vie cachée, tu es inscrit sur des réseaux de rencontres avec une fausse identité, etc. Non. Est-ce que durant toutes ces années, hors du cadre de se marier, dans un objectif de mariage, est-ce que tu chattais avec X, Y, Z, t'échangeais des photos, salaces ou je sais pas quoi? Non. Donc en fait, quand j'analyse chaque paramètre, comme un espèce de scanner, comme une IA, je me rends compte, je dis oui, j'ai des défauts que j'ai énumérés là, et d'autres, que vous avez pu remarquer dans les audios, parce que comme je suis transparent, on voit tout. Ah oui, le gars, des fois, il s'emballe. Ah oui, des fois, le gars, il est vulgaire, etc. Voilà, les défauts que j'ai, vous les avez vus, vous les connaissez. Mais au-delà de ça, et Allah m'est témoin, au-delà de ça, moi, j'ai pas de vie cachée, en fait. J'ai pas de vice caché, j'ai pas de folie cachée. Donc quand on me dit, en fait, t'es fou, ou ta vie est folle, moi, qu'est-ce que je réponds à ça? J'ai dit, bon, moi, ma vie, j'ai essayé de la vivre le mieux que j'ai pu, vu les circonstances. Est-ce que vous croyez que j'ai demandé et que j'ai voulu divorcer toutes ces fois? Est-ce que vous croyez que j'ai voulu aller en prison 2 ans en préventive avant d'être libéré après le procès? Vous croyez que j'ai voulu ça, que j'ai cherché ça? Non. Ça s'est imposé à moi. La seule chose dont je suis coupable, oui, ça je l'ai dit et je le répète, ça a été de ne pas réaliser, à l'époque, que le mariage, c'était pas une œuvre de charité. Voilà. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on aime bien son père, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'elle est en détresse dans les rues, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'elle pleure, elle a eu un chagrin d'amour et tu la consoles. On ne se marie pas là-dessus. Faux, archi faux. Ça, c'est mon erreur, oui. Mais pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas m'attribuer des torts que je n'ai pas, pour dire, pour essayer d'avoir l'air humble. Je ne peux pas inventer. Est-ce que je suis un gars qui aide aux tâches ménagères? Oui. Est-ce que je suis un gars qui sait faire des vaisselles? Oui. Est-ce que je suis un gars qui sait faire les machines à laver et faire fonctionner un séchoir? Oui. Est-ce que je suis un gars qui amène mes enfants psychomotricité, logopédie, cours, machin truc? Oui. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on dise il est fou. Moi je ne suis pas responsable du destin. Il y a des choses qui m'arrivent. Alors on me dit tu dis le destin, tu dis le destin. Ben oui, il y a le destin. Il y a le destin. Alors les musulmans, on est obligé d'y croire. Pour les non-musulmans, malheureusement pour vous, oui, il y a un destin. Et le destin, c'est quoi? C'est que dans la vie, tu ne contrôles pas tout. Et que dans la vie, on fait certes tous des erreurs, mais tu ne contrôles pas les conséquences, tu ne contrôles pas l'issue. Tu fais des mauvais choix. C'est facile de dire mauvais choix, et ce n'est pas toujours des mauvais choix. Qu'on va me dire par exemple, oui, bon, tu peux sauver quelqu'un, mais tu ne fais pas d'enfant avec. Bon, moi j'ai eu chaque fois des enfants, 2, 3, ça fait 8 au total, et je regrette absolument pas. Ce sont des magnifiques enfants, chacun son évolution, qu'Allah guide tout le monde, chacun son livre. Moi j'endosse pas les choix philosophiques et idéologiques des gens.
Mais je dis, voilà, c'est quand même une satisfaction de voir voilà, des âmes qui vivent, qui pensent, avec qui j'interagis, des beaux garçons, des belles filles. Donc je ne regrette pas. Oui, c'était peut-être pas raisonnable dans le moment de les faire, mais ces gens sont là. Et ils ne sont pas spécialement... personne n'est délinquant, personne n'est en prison, personne n'est tueur en série. La plupart de mes enfants, faut pas dire tous, ils évoluent plus ou moins bien. Je dis plus ou moins, parce que bon, chacun a des âges différents, donc des problèmes différents. Donc pourquoi moi je vais dire, j'aurais pas dû faire des enfants à ces femmes? Ben, il y a eu des enfants, et puis finalement c'est bien qu'il y a des enfants. Voilà. Il faut arrêter avec l'idée, on contrôle tout, on prémédite tout, on anticipe tout, et puis quand ça se passe pas comme on croit que ça va se passer, ah, t'es irresponsable, ah, tu es fou. Ben non, on fait des choix, puis ils sont bons, ils sont mauvais. Ils ont l'air mauvais, puis finalement ils sont bons. Ou ils ont l'air bons, puis finalement ils sont mauvais. La vie, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter de croire qu'on a tout sous contrôle. Hein. Dans la vie, on subit beaucoup. On subit beaucoup. Mais là où je suis d'accord, c'est que avec l'expérience, il faut apprendre de ses erreurs et il faut essayer de ne pas répéter tout le temps les mêmes erreurs. Un peu, une fille qui a vu sa mère battue par son père, elle doit arrêter de se mettre avec des mecs qui la battent. Une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, tu dis non, ça suffit, c'est une déviance, c'est quelque chose qui est un trouble. Je n'ai pas à reproduire le modèle de ma mère et à tout le temps être attiré par des hommes qui vont me battre. Je dois demander à Allah qui me dirige vers un homme sain, équilibré, juste et non violent, parce que c'est pas une vie. À chaque fois, je termine à l'hôpital avec des yeux au beurre noir, avec des psychologues et des machins. Je dois divorcer. C'est pas un chemin constructif. Donc il faut, oui, on subit, mais en même temps, il faut se mettre dans des situations où on ne subit pas des choses basées sur des choix. Parce qu'on fait des choix, on a le libre arbitre, hein, on choisit. Quand vous faites des muqabala, 1, 2, 3, 4 personnes, vous choisissez. Vous faites un choix. Et vous allez choisir sur quoi? Ah, la plus en détresse qui a le plus besoin de moi? Mauvais choix. Ah, la plus belle mais avec un caractère horrible, pleine de caprices qui gueule sans arrêt? Mauvais choix. Tu choisis, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu choisis la plus pieuse. Et la plus pieuse, c'est toute une série de choses. Enfin voilà, on est à 47 minutes, donc je sais qu'il y a beaucoup de répétitions, mais c'est parce que j'aime bien que les choses soient bien claires et bien expliquées. Juste pour conclure, il faut comprendre ce que ça veut dire la plus pieuse. Parce que beaucoup de gens, en fait, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Ils pensent que ça veut dire la mieux couverte, je sais pas quoi, celle qui connaît le Coran par cœur, sans manquer de respect, hein, parce qu'on va me dire, ah, bon. La plus pieuse, comment moi je l'ai compris. Je ne peux pas expliquer autrement que comment moi je l'ai compris. C'est en fait une femme, évidemment, qui respecte les bases de sa religion. On connaît tous, c'est quoi qui fait rentrer une femme au paradis, ses 5 prières, son ramadan, etc., etc. Obéir à son mari. Bon, au-delà de ces bases-là, ça veut dire en fait, je parle bien dans le cadre du mariage, hein, entendons-nous bien, parce que le mariage est une entreprise spécifique, qui n'a rien à voir avec amis, entraide, soutien, ça c'est autre chose. Pieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait une femme qui, à ton contact, puisqu'elles sont issues de nous, elles sont une côte, donc c'est-à-dire qu'elles ont été créées pour nous accompagner, pas pour qu'on les exploite et qu'elles soient nos esclaves, mais pour qu'elles soient nos complices. Parce qu'en fait, qu'est-ce que cherche un homme finalement? Il faut que les gens le sachent. Un homme, en fait, il cherche une complice. C'est ça qu'il cherche. Une complice, ça veut dire quelqu'un qui va rire des mêmes choses que lui, qui va être sensible à des choses communes, qui va aimer avoir des activités semblables, qui va ressentir les choses, notamment la religion, de la même façon, etc., etc. C'est-à-dire une complicité. Complicité. Bien sûr, pour les musulmans, c'est-à-dire complicité dans la foi, dans la vie d'ici-bas, une complicité. Si, sur chaque point,
La fille, elle est belle, elle est couverte, elle a le Coran par cœur. Mais on rit pas des mêmes choses, on n'a pas les mêmes références. Quand on parle, on se comprend pas. Quand je fais une remarque ou quand elle en fait, ça se passe mal, etc. Ben, ce n'est plus un mariage qui est basé sur la rahma. Ça devient une épreuve. Ça devient... Alors, je ne dis pas qu'il faut fuir les épreuves. Bon, je suis bien placé pour savoir. Mais il y a déjà beaucoup d'épreuves dans la vie, vous voyez. Si tu dois rajouter celle-là de ton plein gré, c'est peut-être pas l'idée la plus lumineuse, quoi. Donc, après, je connais les histoires de grands pieux qui se sont coltinés, des femmes très compliquées, capricieuses, difficiles. Mais il faut être au niveau, hein. Comme je vous ai dit, moi j'ai tenu 7, 8, 9, 10 ans. Bon, je suis peut-être pas assez pieux pour tenir toute une vie, donc j'ai tenu le plus que j'ai pu. Mais tu as beaucoup, beaucoup de frères que je connais qui sont techniquement plus pieux que moi. Ils tiennent pas 3 mois, hein. Je vous jure, ils tiennent pas 3 mois. Impossible. Comme je les connais, impossible. Et même 3 mois, je crois que je suis un peu généreux. Mais bon, c'est pour donner une date un peu sympa, quoi. Donc, voilà. Alors, ça veut dire quoi être pieux? Ces frères-là, techniquement, ils sont plus pieux que moi. Mais au contact d'une épreuve comme des femmes compliquées, je suis pas du tout sûr qu'ils dépassent les 3 mois. Donc, voilà, il faut savoir... L'histoire de pieux, c'est beaucoup de choses. C'est la patience, c'est la faculté à pardonner. C'est pas qu'elle prie à l'heure, elle a le niqab, elle connaît le Coran. Ça, c'est des choses techniques. C'est très bien, si vous voulez. Hein, c'est pas ça le sujet, personne ne se moque. Mais c'est pas, vous ne vivez pas avec ça au quotidien. Tu peux connaître le Coran par cœur et tu ne l'appliques pas. Tu peux savoir que le fait que ton mari soit satisfait de toi, c'est très important pour une femme musulmane, mais tu ne l'appliques pas. Tu t'en fous, tu cries, tu réponds, tu machin. Il y a plein de gens qui connaissent en théorie l'islam. Ils ont lu le mariage en islam, ils ont écouté des dourous, tu leur envoies des rappels, ils ont tout lu. Mais ils n'appliquent pas. Tu ne peux pas obliger les gens à appliquer. Et ça, il faut que vous compreniez. Il vaut mieux quelqu'un qui sait peu mais qui applique que quelqu'un qui sait tout et qui applique rien. Et il y en a beaucoup. Hein. Moi, honnêtement, je préfère quelqu'un qui est dans les bases. Les bases, hein, il faut les bases, ça c'est sûr, il faut les bases, parce que sinon, on est dans de nouvelles histoires. Moi, je me lance pas dans des histoires. Oui, mais le voile, j'ai pas, ma foi, c'est pas un bout de torchon. Quand même, ça dépend de l'attitude. Moi, j'ai chaud. Bon, moi, je rentre pas là-dedans. Bon, ça, c'est, j'ai pas de temps à perdre. Commencer à discuter de tout ça. Pour au final passer par un audio wahhabite, machin. Non, je laisse ça à d'autres. Hein, ça vous amuse. Je dis les bases, voilà, mais au-delà des bases, moi, ce qui m'intéresse, c'est un être humain intéressant pour moi. Intéressant. Ça veut dire qu'il m'apporte quelque chose dans ma vie. Imagine, tu as une femme. Elle est belle, elle est machin, Coran par cœur, enfin, tout ce qu'on entend. Elle est vierge, ah oui, j'ai oublié ça. Puis, elle lave pas ton bait. Puis, à chaque fois qu'elle a une dispute avec toi, c'est chambre à part. Puis, elle est dégoûtée des couches des enfants, c'est toi qui dois faire. Puis, etc. Elle parle tous les soirs à sa mère, pas moyen de voir une série avec elle ou avoir une discussion, elle est toujours fourrée avec sa mère sur WhatsApp. Tu vas vite oublier hein, son niqab, son Coran par cœur, est vierge, tu vas vite oublier tout ça. Hein. Faut trouver une complice, quelqu'un qui vous correspond dans la religion, mais dans votre nature humaine. Parce qu'au quotidien, on ne vit pas dans les livres, et on ne vit pas dans les niqabs, et on vit dans l'application des choses, dans le concret. Et je vous assure, tous autant que vous êtes, tu as une femme qui cuisine pas, qui lave pas, qui te parle mal, qui te fait les chambres à part, machin, tu vas vite oublier, elle est de mon ethnie, elle est vierge, elle est jeune, elle est chic, elle est tchac, tu vas tout oublier. Tu vas voir que du noir, tout noir. Donc il faut penser à ça. Il faut penser à ça. C'est un sujet inépuisable. On arrive à 1 heure, mais chaque fois j'ai l'impression qu'il y a des milliards de choses à dire. Mais bon, petit à petit, hein, petit à petit. Donc voilà, je vous laisse ici. C'est un peu en complément de l'audio passé qui était un peu bisounours, mais qui est réel. C'est pas des mensonges. Mais voilà, après il faut connaître un peu la face
plus sombre des choses. Parce que ça existe, elle est là, il faut vivre avec. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.